Cette vidéo est la deuxième partie du cours sur la chronologie relative. Elle va traiter des fossiles. Je vous invite à regarder déjà la première vidéo de datation relative. Alors, du coup, on va regarder cette fois-ci comment utiliser les fossiles comme indicateur de temps, ce qu'on appelle la biochronologie ou la biostratigraphie. Donc, petit 1, les fossiles sont déjà des constituants des roches sédimentaires. Alors, effectivement, les roches sédimentaires renferment très souvent des fossiles. Et ces fossiles peuvent être considérés comme des sédiments. Alors certes, d'origine biologique, hein, c'est pas du minéral, c'est pas du sable, mais c'est pas des inclusions de nature différente de l'encaissant. Il faut considérer que les fossiles ont été incorporés dans le sédiment au moment même où les sédiments se déposaient. Donc les fossiles sont contemporains de la roche, c'est-à-dire qu'ils ont le même âge que la roche qui les contient. Et donc inversement, une roche a le même âge que les fossiles qu'elle renferme. Alors, petit 2, les fossiles stratigraphiques, c'est ceux qu'on utilise pour dater les roches. Alors, qu'est-ce qu'un bon fossile stratigraphique? Un bon fossile stratigraphique, il va avoir 3 caractéristiques. Il doit d'abord évoluer rapidement, avec des formes qui changent fréquemment dans le temps. Vous comprenez bien que si une espèce a peu évolué, la retrouver dans une roche va nous dire qu'elle était présente à ce moment-là, mais nous donnera pas un âge précis de la roche, puisque si l'espèce n'a pas bougé pendant 100 millions d'années, on a un créneau de 100 millions d'années. Donc on a une roche avec une date à plus ou moins 100 millions d'années, c'est pas très précis. Donc c'est pas ça un bon fossile stratigraphique, il faut qu'il change très vite. Ensuite, il faut qu'il y en ait beaucoup de ces fossiles. Parce que si c'est une espèce rare, vous comprenez bien qu'il y a peu d'intérêt de la retrouver. Et deuxième chose, il faut que ce soit une espèce qui ait une large distribution géographique. Si vous avez une espèce qui n'a vécu qu'un petit endroit, par exemple dans une région bien précise du Haut-Jura, la retrouver à cet endroit-là va nous donner un âge de la roche, mais ça va pas être quelque chose qu'on va pouvoir corréler à l'échelle mondiale et donc on va pouvoir utiliser pour se calibrer dans le temps par rapport aux autres affleurements. Donc, qu'est-ce qu'on utilise comme bon fossile stratigraphique? On utilise par exemple des foraminifères. Donc, c'est des micro-organismes qu'on peut observer à la loupe ou au microscope. Et regardez l'image, vous voyez ici que ce foraminifère-là, si on le retrouve, on sait que la roche a entre 90 et 100 millions d'années, elle date du Turoniens ou Cénomaniens. Par contre, cette forme-là n'existe plus dans des temps plus récents et a été remplacée par d'autres espèces. Donc les foraminifères sont des espèces qu'on peut utiliser pour la fin de l'ère secondaire, début de l'ère tertiaire, ça donne un bon calibrage de quand on les retrouve. Autre fossile, bon fossile stratigraphique, vous avez les trilobites, cette fois-ci pour l'ère primaire. Donc les trilobites sont des arthropodes marins. On regarde l'écran, vous voyez qu'en fait, ils ont des formes très diversifiées. Il y a eu plein d'espèces. Et ces espèces ont rapidement changé de forme à travers le temps. Donc c'est un bon fossile stratigraphique parce que trouver tel fossile nous donne un âge très précis. Ensuite, dernier type qu'on va voir de fossiles stratigraphiques, vous avez les ammonites. Les ammonites, c'est les fameux coquillages, vous avez déjà tous vu, hein, ces coquillages qui ressemblent à des escargots marins, qui sont eux typiques de l'ère secondaire cette fois. On voit que c'est des fossiles qui ont évolué très rapidement et donc les retrouver nous donne un âge assez précis de la roche. Alors, le principe d'identité paléontologique, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'une couche, on a déjà dit, a le même âge que le fossile qu'elle contient. Et puis, ça veut dire que quand il y a des fossiles identiques qui existent dans des dépôts très différents, très éloignés de l'un de l'autre, là vous retrouvez par exemple ce coquillage-là, ce fossile-là, vous le retrouvez dans une autre strate à 100 km de là. Et qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire que du coup, ces deux couches, qui pourtant ne se ressemblent pas, si elles ont les mêmes fossiles, elles ont le même âge. Donc deux couches ayant le même fossile stratigraphique ont le même âge. Donc ça, c'est le principe d'identité paléontologique à citer quand vous êtes en train de dater une roche en utilisant les fossiles. Alors, petit 3, découper le temps a été fait grâce aux fossiles et ça a permis de créer l'échelle stratigraphique internationale. Donc la voici, alors vous n'allez pas la retenir, mais regardez bien comment elle se compose. Vous avez ici l'époque actuelle et puis ici on remonte le temps. Donc là, vous avez l'ère cénozoïque, tertiaire et quaternaire, l'ère mésozoïque, l'ère secondaire. On remonte encore le temps et avant l'ère mésozoïque, on tombe sur le paléozoïque, donc l'ère primaire. Et si on remonte encore le temps, on arrive ici à la formation de la Terre. Il y a 4600 millions d'années, autrement dit, il y a 4,6 milliards d'années. Et vous voyez quoi? Vous voyez qu'en fait, sur les premiers milliards d'années, on a assez peu découpé le temps
tout simplement parce que on a découpé le temps en regardant les associations de fossiles et que sur des roches anciennes, déjà il n'y a pas beaucoup de roches anciennes, et quand on les retrouve, il n'y a pas beaucoup de fossiles dedans. Donc on n'a pas beaucoup d'infos sur le temps éloigné, les premiers temps de la Terre. On a beaucoup plus d'infos plus on se rapproche de l'époque actuelle. Alors, comment on a découpé le temps? On a d'abord découpé le temps en grandes périodes qu'on appelle des ères. Alors, les ères commencent à l'explosion de la vie sur Terre il y a 540 millions d'années. Donc, les premiers temps, on a peu d'infos, donc on n'a pas découpé de façon très précise. Mais ensuite, on a découpé l'ère primaire, l'ère secondaire, l'ère tertiaire et l'ère quaternaire. Chaque ère est limitée par une période, par des coupures majeures qui sont des crises biologiques caractérisées par des disparitions massives d'espèces. C'est-à-dire, par exemple, si je prends l'ère primaire, je retrouve plein de fossiles de trilobites et de brachiopodes, espèces qui ont complètement disparu à la fin de l'ère primaire et qu'on ne retrouve dans plus aucune strate plus récente. Par contre, quand on a des roches qui datent de l'ère secondaire, qu'est-ce qu'on retrouve facilement? On retrouve facilement des fossiles d'ammonites. On retrouve aussi beaucoup de fossiles de dinosaures. D'accord? Toutes ces espèces, ammonites et dinosaures, ont disparu à la fin de l'ère secondaire et ont été remplacées dans les strates par des fossiles de mammifères, des fossiles de plantes à fleurs, des fossiles d'angiospermes. Donc, on voit que les espèces sont succédées dans le temps et c'est les associations de fossiles qui permettent de dater une roche. Et on voit qu'on a découpé le temps à chaque fois qu'il y a plusieurs espèces qui disparaissent et ensuite plusieurs espèces qui apparaissent. Ça nous a permis de découper le temps en différentes ères, différentes périodes, etc. Donc après les ères, on les a subdivisées. On les a subdivisées en ce qu'on appelle des périodes. Par exemple, l'ère mésozoïque, l'ère secondaire, on l'a subdivisée pour la plus ancienne, on a appelé le Trias, ensuite vient le Jurassique et vient le Crétacé. Pourquoi je vous ai donné cet exemple-là? Parce qu'en fait, le Jura est l'endroit sur Terre qui a permis de définir cette époque du Jurassique. Donc tous les géologues du monde connaissent le massif jurassien parce qu'il a défini la période jurassique. Ensuite, les périodes, on les a subdivisées en étages. Donc ici, j'ai pris l'exemple du Jurassique. Vous voyez qu'il y a tout plein de subdivisions en étages, les Titoniens, Chimérigiens, etc. Alors c'est pas à retenir, mais vous voyez qu'on a découpé dans le temps. Alors comment on a découpé ces étages? Toujours avec des associations de fossiles. Alors, prenons l'exemple du Sinémurien. Alors le Sinémurien, on l'a défini par un endroit précis. On a regardé un peu partout cette époque en regardant les fossiles. Je vous ai dit, à chaque fois qu'on trouve un fossile, on peut dater une roche. Par exemple, à Salins-les-Bains dans le Jura, on va retrouver un fossile, le numéro ici 12. C'est un fossile d'ammonite qu'on n'a pas nommé, on va l'appeler numéro 12, mais qu'on retrouve, par exemple, dans cette couche-là, à Mandelot, en Côte d'Or, qu'on retrouve aussi le numéro 12 à la base de Jalony, en Saône-et-Loire. Donc, vous voyez bien que quand on a des affleurements, c'est retrouver les fossiles qui nous permettent de donner un âge, c'est pas de regarder la roche, parce que ou l'épaisseur de la roche, puisque suivant les endroits, c'est pas les mêmes roches qui se déposaient. Par contre, ça peut être exactement les mêmes fossiles. Et donc, trouver des fossiles à plusieurs endroits nous a permis de définir un étage. Donc le Sinémurien a été défini par un ensemble de fossiles exclusifs à cette période et qu'on a identifié par les principes d'identité paléontologique. Alors une dernière petite chose, c'est comment on a défini la base du Sinémurien. J'ai pris ça comme exemple, mais on a fait ça pour tous les étages. On a défini ce qu'on appelle le point stratotypique mondial. Alors là, c'est un endroit dans le monde, on a décidé, qui était la définition pour l'échelle internationale de la base d'un étage. Pour la base du Sinémurien, c'est au Royaume-Uni, c'est une ville du Royaume-Uni où on trouve dans les strates 3 espèces d'ammonites qui apparaissent en même temps. Et ça a été cet endroit qui a été choisi pour définir internationalement la base du Sinémurien. Et à cet endroit-là, on a apposé ce qu'on appelle un clou d'or. C'est-à-dire que quand on se balade dans cette ville, à l'endroit où il y a ces strates, il y a un clou qui a été imposé et qui définit la base du Sinémurien. Alors, toutes ces époques, du coup, ont d'abord des ères. Ensuite, ces ères sont subdivisées en périodes, qui sont subdivisées en séries que vous n'avez pas à retenir, qui sont subdivisées en étages. Et chaque étage est défini par un stratotype limite, un point de départ, qu'on appelle le clou d'or.
Donc nos époques, vous voyez, se sont succédées dans le temps. On a très peu d'infos sur le début de la formation de la Terre. Plus on arrive vers l'époque actuelle, plus on a de détails et plus on a découpé le temps de façon précise en se servant d'associations fossiles.